Bienvenue dans Vivre en France pour plonger aujourd'hui dans un univers merveilleux, celui des fleurs, des arbres et des jardins. Des millions de Français adorent la nature, adorent le jardinage. Certains ont des fleurs sur un balcon, d'autres un petit potager. Il y a aussi des jardins ouvriers, des jardins de curés, des parcs magnifiques autour de très jolies demeures. Vous allez voir que tous ces jardins sont parmi les plus variés et les plus beaux du monde. Lumière du matin, tout est calme au jardin. Suzanne Desmoulins est arrivée dès 8 heures, en même temps que les jardiniers. Depuis un an, cette ancienne prof devenue peintre pense à ce lundi de mai où elle pourra saisir le printemps sur sa toile. Elle ne veut pas perdre une miette de ce jardin que Monet a composé comme un tableau. Lui, il a peint pour la lumière et pour l'effervescence des couleurs. Eh bien, il a essayé de faire ce dont il avait besoin, je suppose, dans son jardin. Et puis, c'était son plaisir de vivre, sa joie de vivre. Claude Monet avait 3 passions. La peinture, bien sûr, mais aussi la gastronomie et surtout l'horticulture. Ce gentleman jardinier passera les 40 dernières années de sa vie sous les arceaux fleuris de ses allées à créer les couleurs de ses futures palettes. Il était amené à toujours rechercher des nouvelles choses. Il a même créé des nouveaux hybrides, enfin sélectionné des nouveaux hybrides en dahlia, en rose et en iris. Gilbert Vahé, c'est l'âme du jardin. Mais il faut bousculer un peu ce chef jardinier trop modeste pour qu'il avoue que l'endroit n'était plus qu'un terrain vague lorsqu'il l'a repris en main il y a 18 ans. Il l'a entièrement reconstitué d'après les documents d'époque. Ici, la particularité, c'est le mélange. Toutes les fleurs se côtoient et s'harmonisent dans les couleurs et dans les formes. Le mélange, c'est aussi la difficulté. Chaque massif est planté plan par plan. La peinture, comme le jardinage, c'est qu'en fin de compte un contraste de clair et de foncé. Les couleurs de lumière, c'est surtout le blanc, donc éclairer des dessous d'arbres en végétaux blancs. Et un peu de bleu, il y a un petit peu de myosotis bleu qui donne du relief au blanc. C'est fantastique que chaque petit coin est pensé au point de vue couleur, au point de vue harmonie et composition. C'est pas évident. Lorsque le jardinier se fait peintre, le râteau de l'un se fond dans le pinceau de l'autre. Lumière de midi, le soleil écrase les ombres et donne toute leur ampleur aux couleurs. Suzanne a bien avancé sa deuxième toile. Ça va, vous êtes dans les temps là? Un peu en retard sur ce que je voulais faire, parce que la lumière change. Non, ça va aller. Celui-là, je vais l'abandonner comme ça. Et puis, je m'en débrouillerai après à la maison. Je vais aller dans le jardin d'eau maintenant. L'œil peut scruter tout à loisir ces allées multicolores, il n'y trouvera pas une seule fleur fanée. Comme par magie, elles disparaissent en même temps que leur beauté. En réalité, c'est une organisation quasi scientifique qui prépare pour chacune d'elles la relève en coulisses. Avec ses 1200 mètres carrés de serre, ses 10 jardiniers et son eau équilibrée en engrais et en ions positifs et négatifs, Gilbert Vahé ne laisse pas beaucoup de place au hasard. On essaye de ne pas avoir de trous de floraison et grâce à l'organe de production juste à côté, ça nous permet d'intervenir au bon moment. Un secret de jardinier. Ici, mine de rien, il a planté 3 espèces de tulipes différentes. Elles ont la même couleur, mais leur floraison est décalée. Le massif reste donc fleuri 1 mois au lieu d'1 semaine. Et à chaque seconde peut surgir l'âme du maître impressionniste. Une année, j'ai compris pourquoi Monet avait peint les nymphéas, parce que c'était un jour donné, avec une lumière donnée, et les nymphéas étaient magnifiques, et là on le comprend. Lumière du jour qui tombe sur le jardin d'eau, Suzanne termine sa 4e et dernière toile. J'ai trouvé un peu plus l'âme de Monet ici que de l'autre côté, plus ici que de l'autre côté. Parce que bon, les nymphéas, évidemment tout le monde connaît, mais je pense qu'il s'est plu encore plus du côté de l'eau, au milieu de ces fleurs. Vous reviendrez?
J'ai même demandé tout à l'heure, mais on m'a dit que c'était un peu tôt pour l'année prochaine. On m'a demandé de téléphoner le 1er mars, peut-être. La journée a donc comblé tous les espoirs et sur Giverny s'installe la lumière du soir. On appelle cette fleur le sabot de Vénus, car dans la mythologie grecque, la légende raconte que Vénus, poursuivie par un géant qui lui voulait du mal, perdit son sabot en essayant de s'enfuir. Et c'est pour ça que le nom est resté sabot de Vénus. Fleur rare et sublime au nom si joli, le sabot de Vénus, sévèrement protégé dans toute l'Europe, tant sa beauté en faisait la victime des cueilleurs. C'est un émerveillement parce qu'elle est très facile à observer, à reconnaître. Elle vit dans des conditions de milieu très particulières, très spécifiques. Il faut un petit ensoleillement avec quelques rayons de soleil, il faut un sol très particulier calcaire. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas la déterrer pour la replanter dans leur jardin. Parce qu'il n'y aura pas les conditions nécessaires pour que cette plante se développe. Il ne faut pas le déterrer, ça ne sert à rien. La belle se cache sur plusieurs sites de la forêt bourguignonne. On évalue leur nombre à 2000 pieds seulement. Pour favoriser son développement, l'ONF recrée son biotope par des éclaircies de la végétation. Nombreuses sources, sol calcaire, la nature fait le reste. Alors en général, c'est plutôt fécondé par les insectes. Et les insectes arrivent, prennent touchent les étamines et pollinisent la fleur en descendant dans le label. C'est plus ou moins visqueux à l'intérieur. Alors pour ressortir, ou elles attendent que la fleur dessèche, ou alors si c'est un insecte un petit peu plus gros comme une abeille, au bout d'un moment elle grignote le label et puis elle s'en va. Seul ennemi naturel de cette œuvre d'art, la limace. Après 1 à 3 semaines de vie, entre mai et juin, la fleur fécondée se fane. Déjà, la plante prépare secrètement une autre fleur. Alors vous voyez, le sabot de Vénus, c'est la plus belle orchidée de France. Elle pousse ici, sur les lisières, entre la clairière et la forêt. Donc on peut la regarder, on peut la toucher, mais qu'avec les yeux. La nature est généreuse des fleurs que l'on peut cueillir. Mais laissons tranquille le sabot de Vénus. Se faire prendre avec, l'amende encourue va de 2000 à 60 000 francs. On redescend la combe. On rentre. Ouais. Le Cypripedium calceolus est un vrai trésor. Dans le jardin de Saint-Jean de Beauregard, un potager du XVIIe siècle, là où il y a presque autant de fleurs que de légumes, la journée de Jean-Paul le jardinier commence à 8 h le matin. C'est le moment d'arracher les pommes de terre. On les laisse sécher 2 à 3 heures sur la terre avant de les ramasser. Mais déjà, le jardinier doit penser à la prochaine saison. On ne plante jamais 2 fois la même chose à la même place. Et après les pommes de terre, qu'est-ce qu'il y aura ici? Soit des choux, soit des poireaux. Et avant de les planter, il va enrichir la terre naturellement. C'est quoi ces graines? De la moutarde blanche pour faire de l'engrais vert. Les petites graines de moutarde blanche, en voici, plantées il y a 8 jours. Dans 2 mois, elles seront retournées dans la terre. Elles vont ainsi apporter de l'humus et freiner par leur volume la venue des mauvaises herbes. Autre engrais vert, dans ce carré en jachère, le trèfle violet. La particularité de cette plante, c'est qu'elle fait des petites boules sur ses racines. Et ces petites boules, c'est de l'azote. Côté fruits, pour les poires comices, il faut attendre un peu. Quant aux raisins, ils poussent bien à l'abri avant de recevoir encore des soins tout naturels. Je ramasse les grappes de raisin que je vais emmener dans la chambre de conservation du raisin. On va choisir celle-là qui est belle. Ici, on utilise le système de conservation du raisin mis au point en 1848 en Seine-et-Marne pour la culture du chasselas-tommerie. On met dans ces flacons de l'eau de pluie ou de l'eau de source, de l'eau la plus pure possible, un petit morceau de charbon de bois qui garde l'eau pure. On cueille le raisin 8 jours avant maturité complète, que l'on met dans ces flacons avec une petite goutte de cire, de façon à ce que l'air ne pénètre pas dans la tige.
Il ne la dessèche pas. Les fraises de l'année prochaine, c'est le moment de s'en occuper. Les stolons, les bébés des vieux fraisiers, sont assez grands maintenant pour pousser tout seuls. Jean-Paul les installe avant l'automne sur le carré où il y avait des choux. Le cardon est méconnu et c'est bien dommage. Un légume d'automne délicieux dont on peut manger la côte préparée avec de la moelle, mais avant sa récolte, il doit subir un petit emmaillotage. On le laisse 3 semaines, 1 mois sous le sac de papier. Ça va blanchir la côte et ça va enlever l'amertume du cardon. Ici, c'est du persil, mais attention, du persil tubéreux, on n'en mange que la racine. On le coupe en lamelles très très fines, comme des chips, et c'est très très bon goût. Des citrouilles et des potirons, il y en a plus de 40 espèces. À Saint-Jean, ils seront mûrs dans un petit mois. Pour cela, il faut les protéger de l'humidité. Quelques tuiles feront l'affaire. Jean-Paul soigne les moindres détails. Le jardin, je l'aime à toutes les saisons, parce qu'il change 1 fois par mois. Donc même si je suis parti 2 jours, je vois la différence du changement. Dans 1 mois, il faudra préparer le jardin pour passer l'hiver. Harmonie et finesse des formes, couleurs vives ou tendres. Et oui, certains cactus n'ont pas que des épines et leurs fleurs sont majestueuses. Il existe 12 000 espèces de cactus et plantes grasses. La plupart des cactus proviennent d'Afrique du Sud et surtout d'Amérique latine. L'Europe a découvert ces plantes pleines de mystères grâce à Christophe Colomb. Vincent Cerruti ne saurait vivre sans l'univers de ces plantes, profession horticulteur. Le cactus à la base n'est pas une plante fragile, mais le cactus n'est pas une plante comme les autres. Pour garder un cactus en bonne santé, il y a quelques conseils de base qui sont très simples. Le premier, c'est énormément de lumière. Le plus près possible d'une fenêtre, sud-est, sud ou sud-ouest. Ça, c'est très important. En deuxième, les arrosages. Quand vous arrosez, c'est un arrosage très abondant, de façon à bien mouiller toute la terre du pot, de façon à ce que le cactus puisse reconstituer sa réserve d'eau avec laquelle il vit. Et entre 2 arrosages, vous laissez bien sécher, pour que la plante justement vive sur la réserve d'eau qu'elle a constituée. Quand vous aurez compris ça, vous avez tout compris de la culture d'un cactus. La plupart des fleurs de cactus s'ouvrent le jour et se referment la nuit. La floraison débute en avril. La fécondation d'un cactus, c'est très simple, il suffit de prélever le pollen sur une fleur d'une plante et de le transporter sur le pistil d'une autre fleur d'une autre plante, comme ceci, le coton-tige en fait faisant office d'abeille, comme dans la nature. Jour après jour, Vincent Cerruti veille avec amour sur ces plantes, des plantes qui lui ont confié leurs secrets. Fleuris ou non, les cactus surprennent par leur forme et leur variété. On prélève déjà un greffon, ici, on prend un porte-greffe que l'on coupe bien à plat, supprime les bordures pour éviter d'avoir des rejets juste sous le greffon. Le greffon est coupé en 2 dans sa partie la plus large. Il est posé sur le porte-greffe. On prend un élastique que l'on met autour comme ceci. Et voilà. Dans 8 jours, la greffe sera soudée, le cactus redémarrera. La passion prend à tout âge et la passion évolue selon les individus. La diversité est telle dans le monde des cactus qu'on a une diversité absolument identique au niveau des amateurs de cactus. Oh oui, ils me plaisent. Joli, hein, ceux-là, ils poussent, hein. Et ceux-là, non, 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 ils piquent pas.
Marie-Lou n'a que 3 ans, elle apprécie déjà la collection de son papa qui l'initie volontiers à l'art du cactus. Opération délicate, les semis, qui doivent être conservés à une température comprise entre 18 et 25 degrés. Marie-Lou, mets de la terre dans le petit pot. Encore? Voilà, vas-y, c'est bon, ça suffit. La terre mise en pot doit présenter une surface parfaitement plane pour recevoir les graines de cactus. Allez, maintenant tu les mets sur le pot. Ensuite, il s'agit de recouvrir le tout avec une fine couche de pouzzolane, à savoir de la roche volcanique broyée. Enfin, l'arrosage en fine pluie. Comme ça, pour pas les perdre. Allez. Au départ, c'est quand même l'amour de la nature, l'amour des plantes en général. Et après, de fil en aiguille, c'est par hasard un cactus, 2, et puis 3. Puis après, les premières floraisons, c'est ça qui, en fait, envoûte. S'il existe des cactus nains, il y en a aussi de gigantesques qui peuvent atteindre 18 mètres de haut. Certaines personnes les trouvent épineux ou agressifs, les autres tombent sous le charme. Le cactus intrigue et ne laisse jamais indifférent. Dans cette région du Vexin, le nom de cette petite commune incite déjà à la curiosité et à la rêverie. À 8-10 jolis villages, il n'y a plus de curé, mais il y a encore un presbytère et un très beau jardin, le jardin de Curet de Claude Pijard. Le jardin de Curet, donc, c'est très sévère en structure, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'allées. C'est-à-dire c'est mon jardin qui fait 1500 mètres carrés, mais dans ces 1500 mètres carrés, le curé peut être en méditation et lire son bréviaire pendant pratiquement 400 mètres, puisque j'ai fait des lignes qui se recroisent, qui font une grande longueur pour pouvoir méditer et rêver un peu. Ce lieu pour méditer était aussi un lieu utile. Dans ces parterres symétriques, on y trouvait un potager pour les nourritures terrestres, un bouquetier pour garnir l'autel de fleurs tous les jours, une treille dans certaines régions pour le vin de messe, et bien sûr, un jardin des simples. C'est les plantes qu'on trouve sur le bord des routes, qui poussent à l'état sauvage pour soigner les gens. Alors le curé, en général, il reconstituait toujours un jardin de simples, puisqu'on se soignait autrefois avec des plantes de la nature. Alors vous avez dans l'arnica, pour soigner les bosses, vous avez une plante qui ne soigne pas tellement, mais la tanésie, c'est une plante qu'on mettait toujours dans les jardins autrefois, parce que ça refoulait les poules, les puces, les moustiques et les pucerons. Vous avez de la rue, une plante très ancienne, qui est Ruta graveolens en latin. C'est la plante qui servait pour la circulation du sang. Vous avez, on prenait des menthes, il y a de la mélisse pour faire des infusions, pour dormir, c'est ça le jardin des simples. Claude Pijard est forgeron pendant 6 mois de l'année. Il a fait lui-même ses tonnelles. Les autres 6 mois, il les passe dans son jardin, à raison de 4 à 5 heures par jour. Un travail d'artiste pour mêler judicieusement valériane, lupin, pavot ou clématite dans ce qu'il appelle un fouillis volontaire, dans lequel même les mauvaises herbes ont leur place. Ah, si j'ai laissé des mauvaises herbes, c'est volontaire, parce que c'est une harmonie qui est entre les plantes et les mauvaises herbes, c'est ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire ça protège d'autres plantes, notamment les orties, des choses comme ça, qui sont là pour une raison bien précise. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans votre jardin? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oh, la paix. Et puis, je suis très bien, je suis heureux. Calme. Le calme et un certain goût pour la patience et le suspense. Claude Pijard attend maintenant l'éclosion de ses roses anciennes. Encore une petite semaine, et ce sera l'apothéose, comme il aime à dire. Au cœur de la ville d'Amiens, en pleine Picardie, la Somme éclate en de multiples canaux. 55 km de labyrinthe où l'on ne pénètre qu'en bateau et une mosaïque de terre, innombrables jardins flottants. On les appelle les ortillonnages. Ortillon vient du mot hortus, romain, hortus qui veut dire jardin. Hortus, ortillon, ortillonnage. Alors les ortillonnages, c'est le site, ortillon, c'est l'homme qui travaille, c'est l'ortillon et l'ortillonne. Nisso Pelosov est le père des ortillonnages. Il a sauvé le site alors qu'en 1975, un projet d'autoroute prévoyait d'enjamber ces canaux millénaires. Les ortillonnages sont des anciennes tourbières. Autrefois, on y extrayait la tourbe. Et à l'endroit même où nous naviguons, ce sont des filons de tourbe. Et entre deux, on a trouvé des parcelles de calcaire où on a déversé la tourbe et la vase. Et on s'est aperçu
que cette vase était tellement fertile qu'on y a fait une cité, je dirais, du maraîchage de qualité. Une dizaine d'ortillons travaillent encore dans ces parcelles à ras de l'eau. La terre y est si riche qu'elle permet 3 récoltes par an. René possède 5 hectares de terrain divisés en 40 petites parcelles. Il vit bien, vend ses légumes au supermarché de la région. Les ortillonnages, il y tient. Un site comme celui-là, il faut le conserver, même au niveau professionnel. Il faut que ce site reste au milieu d'Amiens, sans rocade, sans pollution, sans rien, quoi. Puis c'est notre but, c'est le but recherché par les particuliers et aussi par les professionnels. Les ortillonnages sont aujourd'hui protégés. Leur réputation a traversé la France et près de 60 000 touristes viennent à la belle saison glisser au milieu de ces îles rectangulaires. Une étape obligée après la visite de la célèbre cathédrale d'Amiens, car ses portes sculptées racontent l'histoire des ortillonnages. La cathédrale et les ortillonnages sont intimement liés dans l'histoire, parce que la cathédrale se trouve actuellement enclavée autour des ortillonnages. Elle a été bâtie dans les ortillonnages, et l'histoire nous dit que 2 pieux ortillons firent don de leur terre à l'église pour l'édification. Depuis 2000 ans, les hommes façonnent ces terres fragiles. Sans entretien, les parcelles disparaissent, grignotées par l'eau. Voici ce qu'il reste de l'île d'Amour. Elle mesurait 1 hectare au début du siècle. L'association redonne vie à ces terres englouties. Grâce à cette machine, les parcelles retrouvent leur dimension d'origine. Et depuis, c'est dans ces petits îlots que les Amiénois viennent se détendre en fin de semaine. Ici, on pêche, on jardine, on pique-nique, entre 2 terres maraîchères. Nisso Pelosov a passé ses dimanches sur son jardin flottant. Il revenait des camps de la mort lorsque son chemin a croisé les ortillonnages. Il s'est arrêté là. À 74 ans, il lui reste un rêve, redonner vie au marché sur l'eau, celui où les paysans arrivaient en bateau jusqu'au quai. Des bateaux éclatants de couleurs, un rêve qu'il réalise une fois par an à la fin juin lors de la fête d'Amiens. Mais Pelosov le grec, le plus picard des picards, n'abandonne jamais le combat. Son marché, il le veut, tous les samedis. Farandole sur herbe, pour jardinier en herbe. A priori, rien d'étonnant, mais à y regarder de plus près, c'est une pelouse vivante. On se croirait, comme qui dirait, sur un matelas et on était sur l'eau. C'est un peu comme ça, mais un peu plus mou. Plus mou et pour cause, cette pelouse possède un secret, comme chacun des 30 jardins qui composent le festival du château de Chaumont. Ici, le but n'est pas seulement de caresser le regard par l'harmonie végétale, il est aussi de piquer la curiosité par l'insolite, comme ce jardin bleu, par la sérénité d'un jardin zen, ou encore l'incongru d'un jardin australien qui voit tout la tête en bas, puisqu'il se trouve de l'autre côté de la planète. En fait, ça c'est un arbre, c'est vivant. Ouais. Et ça fait des petites branches. Ça va devenir un grillage vert. Ce grillage vivant, fait de saules tressés, remporte les suffrages des visiteurs, élèves et professeurs. Bon, moi, en venant ici et en voyant ça, l'idée des saules tressés, j'ai envie de... j'aimerais piquer l'idée, quoi. C'est vrai qu'on vient aussi piquer des idées à Chaumont. Le jardin de murs végétaux, c'est le domaine de Patrick Blanc. Sur 3 murs, il a installé plus de 600 plantes différentes. Le principe, donc, c'est que les plantes poussent sans sol, puisqu'il y a juste un feutre imputrescible, puisqu'il vit au moins 10 ans, le feutre, et les racines des planches, donc, passent dans ce feutre qui fait 3 mm d'épaisseur, simplement. Finalement, on a un écosystème qui rappelle tout à fait la nature. Et alors, si on tourne légèrement, alors là, on découvre le jardin. Voilà, avec donc tous les semis, il y a plein de familles différentes, il y a des impatiences, il y a des mimulus. Rien que sur ce mur-là, j'ai dû mettre 60 ou 80 espèces à peu près. Madame, on les a trouvées, les fleurs qui partent. Ça fait ah. Tout doucement, faites-le tout doucement. Regarde. Ces graminées sauvages aiment la douceur et rient sous la caresse. Jardin anecdotique. Jardin écologique, voici maintenant les plantes qui purifient l'eau. L'architecte et le géologue ont mêlé leurs sciences pour traiter les eaux usées de 50 personnes avec seulement 100 mètres carrés de jardin. Outre le fait que cette station d'épuration n'a pratiquement que le
coût de son installation, donc elle n'a pas de coût contrairement, elle ne nécessite pas d'énergie, elle ne nécessite pas d'apport chimique, comme la plupart des grosses stations, du type lit bactérien, boue activé. Cette station a un avantage, c'est que pour ce qui est azote, pour ce qui est phosphate, pour ce qui est métaux lourds, ses capacités d'épuration sont au moins équivalentes, sinon supérieures à celles des systèmes traditionnels. Je trouve que suggérer qu'on puisse utiliser cette idée dans des villes moyennes pour régénérer l'eau, je trouve que c'est une idée fantastique. C'est tellement laid les stations d'épuration d'eau, ici c'est formidable, c'est très beau. Jardin d'ombre et de lumière pour tonnelles circulaires en bambou. Enfin, jardin d'eau en vapeur de nymphéa. Monet en aurait peint un tableau, Chaumont en fait un festival. Ce jardin est le fruit d'une passion exclusive, celle d'un homme pour une fleur. Il y a 100 ans, un retraité que l'on devine prospère a consacré son temps et son argent à raconter l'histoire de la rose. L'amateur de roses s'appelait Jules Gravreau, il a inventé la première roseraie. Le jardin de roses, c'est un jardin où on plante des roses, et une roseraie, c'est un jardin que l'on conçoit autour d'une fleur. C'est quand même une démarche complètement différente. Et voilà comment Laï, petit village aux portes de Paris, est devenu L'Haÿ-les-Roses, visité par des amateurs du monde entier. Les roses ici sont absolument spectaculaires. La manière dont elles sont mises en valeur est tout à fait unique. On ne peut pas penser à mal en venant voir les fleurs. Mais c'est superbe. C'est tellement joli. Non, c'est même dommage de les couper bien des fois. On est obligé. La roseraie décline les variétés, répertorie les couleurs, retrouve les espèces oubliées. Voici la rose discrète et verte. La rose bleue si parfumée. La rose couleur de nuit, l'une des plus rares. Et celle-ci abritée dans ses poils, la rose moussue. La collection de roses anciennes comble les amateurs. Voici la centifolia, la rose des peintres. Elle est très globuleuse. Mais vous voyez pourquoi on aime les roses aussi, c'est parce que tout est joli, tout est gracieux dans le rosier. Le bouton avec les sépales. Le feuillage qui est très varié, très divers. De sorte que, au fond, découvrir les roses, c'est découvrir un monde infini. Il arrive même à certains de retrouver l'émotion de l'enfance à la recherche de la fleur particulière qui a marqué le souvenir. C'est la rose que j'avais dans mon jardin quand j'étais enfant. C'est vraiment la rose ancienne à forme de pivoine. J'avais gardé dans mon esprit la couleur avec ce liseré blanc qui formait une rose exceptionnelle pour cette époque. Et quand la beauté sera passée, il restera le parfum à conserver, pétale après pétale. Si le mot bonsaï est japonais, ce sont en fait les Chinois qui, dès le VIe siècle, ont inventé l'art de ces arbres miniaturisés. Harmonie des formes et des couleurs, il y en a pour tous les goûts, bonsaï d'intérieur ou bonsaï de jardin. Au fil des années, en région parisienne, cette pépinière hautement spécialisée est presque devenue un musée. Toutes les espèces sont représentées. Rémy Sanson va chercher lui-même, à travers le monde, ces petites merveilles. Inutile de préciser que les bonsaïs n'ont plus de secret pour lui. Un bonsaï d'intérieur, d'abord le mettre devant la fenêtre pour qu'il ait le maximum de lumière. Et le principe général de l'arrosage, c'est lorsque l'on arrose, on arrose abondamment et ensuite on laisse légèrement la terre sécher avant de réarroser. On ne peut jamais dire vous arrosez tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est impossible. L'opération de taille s'effectue surtout au printemps, au moment où l'arbre est en végétation la plus importante, pour redonner une bonne proportion esthétique entre les feuilles
et l'arbre. Voilà, la taille de ce ficus est terminée. Si vous prenez soin de votre bonsaï, sachez-le, il vivra plus longtemps que vous. Le plus vieux est au Japon, il a 850 ans. En France, les amateurs sont de plus en plus nombreux. Il existe même une fédération nationale qui regroupe 3000 adhérents. Johannes a 19 ans, il vit avec et pour ses bonsaïs. On leur parle même, je vais vous dire, ils nous parlent. Quand ils ont soif, ils le montrent. Un arbre qui a soif, il a les feuilles qui tombent. Alors là, hop, on l'arrose et il se revigore. Et ça fait 1 an que je suis dessus, 4-5 heures par jour sur mes bonsaïs. 1 an de passion, 1 an de recherche, 1 an à faire que ça, quoi. Même passion chez Madame Morin, fière de sa collection de bonsaïs. J'ai différents arbres et en particulier, vous en avez un en premier plan là maintenant, qui est un érable. Un érable du Japon, Acer palmatum, et qui a en réalité non pas un arbre, mais 3 arbres. Regardez, c'est une forêt. Autant je réagis très vite et très brutalement à n'importe quelle situation, autant lorsque je m'occupe de mes arbres, je deviens d'un calme absolument total, je deviens sereine. Et je pense que c'est une des raisons de l'équilibre que j'y trouve. Vous l'avez compris, l'art du bonsaï est un art qui réclame minutie et patience. Les bonsaïs sont parfois considérés comme de véritables bijoux. Il est vrai que certains valent plusieurs dizaines de milliers de francs. Sculptures de buis ou d'if, parterres de broderie, tout ici relève de la géométrie ou de l'ordre. Comme si un architecte était passé par là. Ce jardin à la française prolonge les lignes du château de Hautefort, le met en valeur et domine le village. Il s'admire du chemin de ronde. L'âme de Hautefort, Simone Durozois, 97 ans. Depuis 1930, date à laquelle elle est devenue propriétaire du château, elle décide de tout avec Bernard, chef jardinier. J'ai reçu les nouveaux catalogues pour les jardins, pour les fleurs. Alors voilà, pour les fleurs d'automne, nous allons décider un petit peu ensemble. Et alors pour les autres dessins, nous allons choisir ce que nous mettrons dans ces dessins. Je vais vous dire, je trouve l'ensemble très bien. Je trouve un petit défaut, je trouve un tout petit peu lourd. 4 jardiniers concrétisent les dessins hérités du XVIIe siècle. Ils ont appris l'art taupière, c'est-à-dire l'art de sculpter les arbustes sur le terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je déroule mon cordeau pour pouvoir prendre des dimensions pour faire une ligne droite là. Bon, 74, Robert. Bon, tu réduis un petit peu. Quel est votre instrument fétiche? Là, c'est le balai pour le moment, pour aujourd'hui. 2 fois par an, au début de l'été et à l'automne, Robert, Claude, Noël, Jean-Pierre et Bernard se mettent à leur sécateur. Là, les grains, ils vont bien, là. Allez, Robert. Pour eux, une règle d'or, la patience, car il faut 30 ans au minimum pour obtenir un jardin à la française. Pour pratiquer l'art taupière, il faut avoir déjà un très bon coup d'œil et une très grande maîtrise de ses mouvements. Depuis 20 ans, Bernard règne sur les jardins de Hautefort avec la complicité de la propriétaire. Leur lieu de prédilection, la pergola en tuya du Canada de 60 mètres de long. Tout à fait au début, avec son mari, ils venaient là pour prendre le thé l'après-midi. Comme partout ailleurs, il faisait très chaud, ils étaient quand même beaucoup plus au frais ici. Ce lieu unique a contribué à classer le jardin monument historique. Ultime récompense pour une noble dame qui a mis toute son énergie à faire revivre les jardins à la française du château de Hautefort. Il n'a pas aperçu à travers la vitre d'un train ou d'une voiture ces portions de terre avec leurs cabanons ou leurs abris de bois. On les remarque surtout aux abords des villes.
Sarcelles, dans la banlieue de Paris, possède 170 jardins répartis sur 3 sites. Le dernier, créé en 1980, compte 33 parcelles d'environ 200 mètres carrés chacune, au lieu dit les prés sous la ville. On fait pousser un peu de tout dans le jardin ici. La courgette italienne, c'est de la grande courgette assez longue, qui est très longue. On a réussi à faire pousser des amandiers, on a réussi à faire pousser du haricot espagnol. On arrive à faire pousser beaucoup de vignes, même de la vigne qui viennent du Midi. Et actuellement, avec le temps qu'il fait, tous les jours, il faut la tailler. Où habitez-vous, monsieur? Dans le bâtiment que vous avez en face de vous, le bâtiment blanc. Je prépare une tranchée pour mettre un grillage. Une question de propreté, de beauté, d'esthétique. Donne une petite touche personnelle. C'est pourquoi j'ai mis la mimosa, j'ai mis mon chien. Chaque jardinier a son petit truc personnel. La création des jardins qu'on appelle maintenant familiaux plutôt qu'ouvriers est l'œuvre de l'abbé Lemire. Il s'agissait à la fin du siècle dernier, par la culture de potager, de permettre aux familles ouvrières des cités du nord de la France de se nourrir à moindre frais. Aujourd'hui, les amateurs de fleurs et de légumes attendent souvent plusieurs années avant de disposer pour 400 francs par an des 200 ou 300 mètres carrés de terre à culture. J'avais fait une demande auprès de l'association des jardiniers de France et puis au bout d'un an et demi, on me l'a donné. Ça fait 6 ans et demi. Alors qui vient jardiner, qui vient cultiver ici? Eh bien nous avons à peu près tout le monde, Nous avons toutes les classes de la société, de l'ouvrier au cadre, du chômeur, du français, l'étranger. Toutes les ethnies sarcelloises sont plus ou moins représentées à Sarcelles, dans nos jardins, et nous y avons une très bonne intégration. À Beaune comme à Sarcelles, le terrain loué par l'association est propriété de la ville. Sur les 109 parcelles, quelques-unes sont entretenues par des femmes. Parce qu'on doit être une dizaine. Vous le faites de la même façon que les hommes? Exactement, mais mieux. Mieux que les hommes. Mais c'est celui qui a fait le plus beau. Est-ce que cela vous fait faire des économies? Il paraît que non. Je ne suis pas sûre. Peut-être, pour moi, c'est oui, et d'autres, c'est non. Sans doute est-ce aussi l'opinion de la famille Laroux. La mère, le père et 2 des garçons font pousser haricots, tomates, salades, betteraves, fraises pour leur consommation au jour le jour, mais aussi, si c'est possible, en prévision des mois d'hiver. Bon, les pommes de terre, on n'avait pas de pommes de terre nouvelles. On va quand même chez les commerçants. Mais autrement, haricots verts, ça serait assez pour l'hiver. Ces jardins maintiennent un lien entre l'origine souvent rurale de ces familles et leur vie présente à la ville. Mes parents étaient agriculteurs, alors je sortais de la terre, j'aime bien la terre. Pour les jardiniers de Beaune, l'espace à la fois individuel et collectif des jardins doit aussi être celui de la détente et du repos. On a son gazon, son barbecue, où on peut même passer ses vacances, ce qui arrive fréquemment. On n'a pas les moyens de s'en aller et on passe ses vacances dans son jardin familial. 100 ans après l'idée de l'abbé Lemire, les jardins ouvriers savent aussi faire peau neuve. Moi, ça va faire 28 ans que je viens ici. Pour l'accueil, pour la fraîcheur des produits, puis pour le cadre. C'est une petite production, donc ça part vite. Faut pas être en retard. Tous les mardis matins, je suis là. C'est le potager. Potager comme autrefois. L'endroit reste sans doute trop discret, connu de quelques fidèles. Chaque mardi et vendredi matin, et pour un prix raisonnable, on y trouve des fruits et légumes de saison, fraîchement cueillis de la veille ou du matin même. Il s'agit de la salle des ventes du potager du roi à Versailles. Là, on est sur les variétés de poires Louise Bonne d'Avranches. En enlevant des fruits comme ça, les poires seront un peu plus grosses. On aura dit oui, là, il faut beaucoup arroser, mais la récolte est bonne. Là, les épinards sont morts récoltés dans 2 semaines à peu près. On connaissait le nôtre et Mansart pour le château de Louis XIV. Pour ce qui est de son potager, Jean-Baptiste de la Quintigny est resté dans l'ombre. Pourtant, en créant sur 9 hectares un potager digne de la splendeur du roi, cet avocat se révélera être un brillant horticulteur, paysagiste et technicien du jardinage. 5 années ont été nécessaires pour aménager un ancien marécage en une terre cultivable. Comme du temps de la Quintigny et de Louis XIV, donc, on plantait les pêchers, les abricotiers, la vigne, contre un mur au sud, pour favoriser bien sûr l'ensoleillement pour ces espèces qui ont besoin de beaucoup de soleil pour mûrir.
En pionnier, De la Quintigny invente également les légumes à contre-saison, grâce à des couches de terre chaude, des cloches et des châssis vitrés. Quadrillé en jardin, cloisonné par des murs de pierre et des arbres fruitiers, le potager du roi reste aujourd'hui une référence pour ce qui est des systèmes de drainage et d'arrosage. Son architecture en terrasse, ses pentes et ses voûtes ont facilité le travail des jardiniers depuis 3 siècles. Et tout cela dans le seul but de satisfaire au mieux la gourmandise royale. Louis XIV aimait particulièrement les asperges. C'était un légume très prisé à ce moment-là. Il aimait aussi les figues. Plus de 700 figuiers ont été plantés de son vivant, sans compter les très nombreuses variétés de poiriers qu'il faut maintenir. En quantité de variétés de poiriers, oui, une trentaine de variétés en poire et une trentaine également en pommes. Des anciennes et des plus récentes, pour essayer de rester un verger de collection de formes et de variétés anciennes. Un petit peu un verger conservatoire. Même si les jardiniers ne sont plus aussi nombreux, conserver l'œuvre de Jean-Baptiste de la Quintigny, telle reste la vocation du potager du roi, un lieu plein de charme, délicieusement hors du temps et des modes. C'est un endroit très particulier où on peut travailler avec amour ses légumes. On n'est pas stressé par le rendement, la rentabilité, le travail à tout prix. Là, on peut faire quelque chose de beau et y passer du temps. Être jardinier au potager du roi, c'est essayer de continuer à faire revivre le potager en faisant de la production et en même temps en essayant de rendre le potager agréable à regarder, agréable à visiter. L'hortensia est une plante originaire d'Asie. C'est pourtant un Français, l'explorateur botaniste Philibert Commerson, qui au XVIIIe siècle lui donne son joli nom. Hortensia peut être un hommage à une mystérieuse hortense. Le grand spécialiste des hortensias se trouve en Bretagne. Une vraie tradition familiale, Alain Ducine est pépiniériste comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Les espèces d'hortensias, il y en a des centaines, il y en a même 600 ou 700. Et notamment, ça sont les hortensias originelles, vous voyez, qui sont avec des grandes fleurs tout autour, des grandes fleurs qui attirent les insectes qui viennent butiner les fleurs fécondables qui sont ici. Ça sont les fleurs, sont les seules fleurs qui peuvent se reproduire toutes seules dans la nature. Les espèces, les formes, les couleurs, inutile de préciser que les hortensias n'ont pas de secret pour Alain Ducine. Ce sont des Hydrangea paniculata, c'est-à-dire que ce sont des hortensias qui ont 2 particularités. D'abord, d'avoir une fleur en cône, au lieu d'avoir un corymbe plat comme les hortensias boules normaux, et donc qui ont un port arbustif. Comme vous pouvez voir, la plante n'a pas du tout la forme d'un buisson d'un hortensia normal, et c'est une plante qui peut monter jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres suivant les variétés. Les hortensias blancs ne changent jamais de couleur, ils resteront toujours blancs. Il n'en est pas de même pour les autres espèces. Un hortensia rose peut devenir bleu. Eh bien alors ça, c'est dû à l'acidité de la terre qui permet l'assimilation d'alumine qui rend bleu. Alumine qu'on trouve de temps en temps dans certaines ardoises, et c'est pour ça qu'on dit que les ardoises font bleuir les hortensias. La floraison des hortensias est longue, certains, en fonction des saisons, changent de couleur. C'est une très vieille variété bleue qui a plusieurs particularités, celle de faire des grosses fleurs et dès maintenant de commencer à présenter des pigments d'automne. Vous voyez, ces pigments rouges qui arrivent sur les fleurs, là, sont des pigments d'automne. La fleur était bleue et va passer un petit peu au blanc, après au rouge, et vous allez avoir des fleurs sèches, comme ça, qui vont être très belles chez vous. Conseil pratique, quelles que soient les espèces ou les couleurs, les hortensias aiment l'ombre et surtout l'humidité. Vous voyez un exemple ici d'un hortensia en pot qui vit très bien, à condition d'avoir un pot suffisamment grand pour avoir une structure de terre qui le tienne, de l'engrais et de l'eau. De l'eau tous les jours, sinon pas d'hortensia en pot. Vous l'avez compris, les hortensias ont besoin d'eau. Le petit crachin breton leur convient parfaitement. Les hortensias, fleurs symboles du Finistère et du Morbihan. Harmonie des formes, symphonie des couleurs. La Bretagne ne saurait exister sans son granit, ses calvaires, ses églises et ses hortensias.
Eh bien, j'ai toujours jardiné avec la lune. Mes parents ont toujours jardiné avec la lune. Et c'est comme ça que j'ai toujours fait et que je ferai toujours. N'allez surtout pas croire que les jardiniers avec la lune attendent la nuit pour semer ou repiquer, comme il n'est pas nécessaire de dormir pour rêver. Le jardin, notamment le jardin potager, un petit bout de campagne où il est bon de garder les pieds sur terre, tout en ayant la tête dans les nuages, en jardinant selon la lune. Au temps des pharaons, les jardiniers de l'ancienne Égypte avaient de profondes connaissances sur les phénomènes lunaires. La croissance des végétaux est-elle influencée par la maîtresse de nos nuits? De nombreux jardiniers le croient. C'est pourquoi les calendriers en usage dans nos campagnes indiquent les dates des lunes montantes et descendantes. Il serait préférable que tu attendes la fin du mois pour attaquer avec la pleine lune. Tu piges? Oui. Si vous faites des carottes que vous retrouvez tout d'un coup qui font 80 cm d'auteur, et puis quand vous l'arrachez, c'est un morceau de bois qui est au bout parce que c'est dur que vous pouvez rien en faire, vous vous apercevez bien qu'il y a quelque chose qui joue. Mais de l'engrais, il y en a de l'engrais, il y a du fumier de mouton dessous en pagaille, il y en a, c'est pas ça, c'est la lune qui convient pas. Et ça fait que la carotte, elle est foutue, elle est pas bonne. Le bon sens, la patience, l'amour du travail bien fait ou les soins essentiels tels le binage et l'arrosage seraient-ils moins importants pour les jardiniers du ciel que les cycles lunaires? Comme en toute chose, la vérité doit se trouver entre les deux, la lune pouvant avoir un effet sur les végétaux analogue à l'héliotropisme qui fait les plantes se diriger vers le soleil. La règle fondamentale, c'est que la lune est ascendante d'un certain moment à un autre moment, exactement comme le soleil est ascendant de Noël à juin. Or, tous les mois, la lune a son petit printemps et son petit automne. Et au petit printemps, la sève monte dans les végétaux et à l'automne, elle descend. Astrologue à 16 heures, Céleste connaît les liens mystérieux qui unissent le cosmos aux choses de la Terre. Et même si on n'en a jamais eu la preuve scientifique, laissons aux vieux jardiniers leurs croyances sur les influences de Madame la Lune. Au fond, il se pourrait bien que... Voilà le peigne de la colline, là, celui-là. Celui-là, il faut le couper dans la lune nouvelle. Tu le coupes dans la lune nouvelle, hein, la lune nouvelle. Et parce que c'est un bois tendre. Mais après, si tu veux couper le noyer, mettons que c'est un bois dur, tu le coupes de la lune vieille. Et il ne viendra pas le vert. Et l'autre non plus. Mais si tu fais l'inverse, que lui tu la coupes de la lune nouvelle et l'autre tu la coupes de la lune vieille, ton bois il est tout pourri. Hein. De fait, nombre de paysans tiennent compte de la position de la lune pour la coupe du bois, la tonte des moutons, le ferrage des chevaux ou pour aller chez le coiffeur. Reste que l'unique preuve incontestable de l'attraction lunaire est mise en évidence par les marées. Que vous soyez jardinier ou non, vous êtes un jour ou l'autre placé sous l'influence de la lune. Ne vous a-t-on jamais dit un jour que vous êtes bien ou mal luné? L'essentiel. L'essentiel, c'est de planter la graine à la lune. Tu as compris? Alexandre Marcel a eu deux passions dans sa vie, la fille du Châtelain et le parc du Château Colbert. « 29 hectares où cet architecte, qui a notamment construit la pagode à Paris, concrétise sa passion pour l'Asie et ses rêves les plus fous. Racheté par la commune, le parc de Molévrier est aujourd'hui l'univers de Jean-Pierre, un travail de titan après 40 ans d'abandon. C'était, c'est vrai, un jardin en friche, c'était en 1980 un jardin où apparaissait peu de choses, mais qui avait aussi toute une ambiance romantique. Et c'est là le premier coup de cœur que j'ai eu auprès de ce jardin. Dites-moi, dans ce jardin, il y a beaucoup de fabriques. C'est un coup de cœur de l'architecte ou c'était une mode? C'était à la fois une mode et c'est à la fois un coup de cœur de l'architecte, puisqu'il avait participé à l'exposition universelle de 1900 comme créateur et concepteur du pavillon du Tour du Monde et du pavillon du Cambodge. Et il a donc placé dans le parc des éléments qui proviennent de cette exposition, dont le temple Khmer derrière moi, qui est un temple qui est fait c'est un moulage de béton armé. On voit des fissures, ces fissures, la plupart sont volontaires, c'est pour créer une fausse ruine.
Ce site classé est inspiré des jardins japonais de la période Edo du XVIe siècle. Chaque détail a sa signification avec des règles strictes. Ce jardin évoque le parcours de la vie. La source jaillit des rochers, c'est le symbole de la naissance. Puis, il y a un petit ruisseau qui évoque l'enfance, période de calme et d'activité. Et ensuite, ce bassin va évoquer l'adolescence, période de doute, d'incertitude, suivie d'une cascade qui évoque les changements de cette période-là. Et ensuite, il va y avoir un ruisseau qui est de l'eau courante, donc la vie active, la vie adulte, qui traverse différentes difficultés, qui se jette dans le grand lac, qui évoque la grande période de la vieillesse, de la sagesse et de la sérénité, et qui mène bien sûr au paradis, en tout cas on l'espère. Ce lieu sacré est là, à quelques mètres. 2 îles symbolisent la fidélité et la longévité. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir voir le paradis de son vivant. Et c'est un endroit que j'apprécie beaucoup parce que d'une certaine manière, il n'y a que nous les jardiniers qui puissions venir ici. C'est réservé aux jardiniers et éventuellement à l'empereur du Japon. Alors comme il ne vient pas tous les jours, c'est vraiment notre île à nous. Et ils l'ont bien mérité, Jean-Pierre, Frédéric et Didier, car restaurer un jardin japonais est un travail minutieux, de longue haleine. Il leur faut entretenir 300 espèces d'arbres, notamment des cerisiers, des pommiers, des érables et des conifères. Le moment le plus intéressant dans le travail du jardinier, c'est au moment où on taille, où on travaille les arbres, parce que c'est le moment où on structure l'arbre, où on a à la fois une action de créateur et d'animateur du paysage. Cela fait 11 ans que ce Savoyard, perdu en Anjou, vit au rythme des éléments qui symbolisent le jardin japonais. L'eau, le végétal, le minéral et les fabriques. On souhaiterait que ça soit toujours parfait et la perfection, comme disent souvent les Chinois et les Japonais, ça n'existe pas. Et voilà une philosophie zen. Il existe quelque part sur Terre, et peut-être même en France, un endroit secret aux allures de paradis perdu. Un jardin d'Éden où des centaines de roses anciennes ont échappé à l'oubli. Voici le maître des lieux, son nom est Ève, André Ève. Et à l'image de la mère de l'humanité, lui aussi a engendré une nombreuse descendance. Il ne s'est pas contenté de protéger les roses anciennes en voie de disparition. Eh bien, cette rose, qui s'appelle Jardin de Valoir maintenant, c'est une de mes créations, c'est une de mes enfants. Est-ce qu'il y a un secret pour faire des enfants? Eh bien, pour faire des beaux enfants, il faut d'abord choisir un très bon père, qui lui apportera sa couleur. Et la mère apportera la végétation, celle qui porte la graine, bien sûr. Si on laisse faire la nature, ce sont les insectes qui marient les fleurs entre elles en transportant le pollen de l'une à l'autre. Mais si l'on s'en remet à l'inspiration de l'artiste, voici le secret de fabrication. Bien, j'ai choisi cette rose. Comme père, nous allons créer une hybridation pour essayer de trouver quelque chose de nouveau qui n'existe pas sur le marché. Elle a une belle couleur, la rose est bien double et en plus elle est parfumée. Je suis obligé de la déshabiller complètement. Et là, nous avons toutes les parties sexuelles de la plante. Les étamines, qui sont l'organe mâle, sur lequel il y a le pollen. Et au milieu de la fleur, nous avons le pistil, qui est l'organe femelle. Je vais simplement récolter les étamines pour me servir du pollen, pour hybrider une autre fleur. Bien, nous allons trouver une maman pour ce pollen, pour ce père. Peut-être celui-là, parce que c'est une bonne plante. Le coloris est déjà très fort. C'est un caractère dominant et j'ai peur que ça ne convienne pas. Non, je ne prendrai pas celui-là. Il pourrait servir comme père, mais pas comme mère. On va en trouver une autre par là. Je crois avoir ce qu'il faut. Eh bien, on va choisir celui-ci. Il s'appelle Complicata. C'est un rosier arbuste très vigoureux. Je sais que j'aurai des très beaux enfants avec cette rose. Pour la féconder, je vais lui enlever toutes ses étamines. Et je ne conserve que le pistil, l'organe femelle.
Et voilà, le pollen, on va l'apporter sur le pistil. Et voilà notre pistil protégé de toutes les petites bêtes qui pourraient influencer le résultat que j'espère. À l'abri des regards indiscrets, la maman va fabriquer plusieurs petites graines qui pourront être plantées à l'automne et fleurir au printemps. Mais il faudra attendre jusqu'à 7 floraisons pour que la rose soit digne de porter un nom. Et voilà Sujon. C'est un de mes enfants préférés dans les rosiers grimpants. On n'avait pas jusqu'alors des rosiers lianes dans ces coloris chamois abricots. Et là, j'ai apporté quelque chose de nouveau dans cette gamme des rosiers dits lianes. Des rosiers qui peuvent monter très haut dans les arbres. Le père, c'est Joseph Cotte, et la maman, c'est Kit Guette. Le père de Sujon, c'est un rosier moderne, de coloris cuivré, qui a apporté sa couleur à Sujon, mais d'un coloris beaucoup plus doux. Ainsi, la maman de Sujon, un rosier liane, qui monte très haut dans les arbres, qui va fleurir longtemps et qui donnera des fruits à l'automne. Eh bien, de la même hybridation, j'ai obtenu 3 enfants. Sujon, que nous avons vu, Suzette, très différente, elle est double, elle est blanche, et puis Suzy, la sœur jumelle. Ce sont 3 sœurs jumelles. Suzy, jaune, double, parfumée, grande végétation. Elle tient de son grand-père qui était aussi jaune, double et parfumé. Le créateur de roses contempla tout ce qu'il avait fait et il trouva que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il décida alors qu'il pouvait se reposer.